Vous vous souvenez, il y a peu, je vous avais dit que dernièrement, j'étais sur une très bonne lancée niveau lecture. Et bah bonne nouvelle, ça continue. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Et oui, encore un point lecture parce que dernièrement, j'ai non seulement un très bon rythme de lecture, mais en plus de ça, j'ai la chance de lire vraiment des livres qui me plaisent, qui m'embarquent et qui pour certains m'ont fait vivre une foule d'émotions à tel point que ce fut même des petits coups de cœur. Alors c'est parti pour le très bon cru du jour. Comme d'habitude, je vais prendre les romans tels qu'ils sont posés là devant moi sans aucun ordre de préférence. Et le tout premier que j'attrape, je l'ai acheté il y a très peu de temps. Je vous avais dit qu'il allait y passer très rapidement. Je n'avais donc pas menti, puisque ça y est, bien sûr, j'ai lu Action Vérité d'M.J. Arledge aux éditions 10-18. Bon alors pour ce qui est du résumé de l'histoire en elle-même, je vais faire vraiment très succinct parce que je trouve d'abord que c'est assez difficile de faire quelque chose de cohérent et de construit puisqu'en fait au début de Action Vérité, on va se retrouver avec plusieurs méfaits et crimes qui ont eu lieu à Southampton. Un vol avec violence, une jeune femme qui est retrouvée morte sur laquelle on soupçonne peut-être une tentative de viol et d'autres événements de ce type que j'ai un petit peu oublié. Donc vraiment plusieurs crimes disparates dans la ville qui a priori n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et bien sûr, la commandante Helen Grace va être mise sous pression histoire de faire revenir la sécurité à Southampton, vu que c'est un petit peu son job. On est donc sur un tome 10 peut-être d'une saga, mais une saga que j'aime beaucoup et dont j'avais du coup hâte de vous parler. Il y a littéralement une année que j'attendais de pouvoir enfin relire d'autres aventures d'Helen Grace et ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, ces retrouvailles furent une belle réussite. Alors il faut savoir que M.J. Arledge travaille pour la télévision et sans surprise, ça se sent. Parce que vraiment, lorsque l'on lit ces romans, on a complètement la sensation d'être plongé au cœur d'une série policière bien ficelée et bien écrite pour arriver à garder ce suspense et cette tension vraiment jusqu'au bout. Sa construction narrative, bien qu'étant toujours la même, est toujours aussi efficace. J'ai littéralement dévoré ce roman parce que j'avais sans cesse envie d'y revenir, envie d'avancer dans l'histoire et d'arriver à percer ces mystères avec Helen. Cependant, même si Action Vérité reste un sacré page-turner, ça y a aucun doute, j'ai tout de même eu le sentiment que par rapport au précédent tome de la saga, le rythme était peut-être un tout petit peu ralenti. Helen Grace court un peu moins dans tous les sens et ma foi, c'est pas plus mal. En tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé que cela apportait plus de réalisme et de crédibilité à l'histoire. Parce qu'on va pas se mentir, dans la vraie vie, les flics ne passent pas non plus leur temps à courir H24 dans tous les sens. En tout cas, je l'espère. Parce que même si globalement j'ai aimé tous les tomes de la saga, je suis aussi la première à reconnaître que parfois les histoires ou les intrigues étaient un peu invraisemblables ou en tout cas un peu rocambolesques. C'était très chouette à lire, mais j'avoue qu'on n'y croyait pas toujours. Or là, j'ai l'impression qu'M.J. Arledge a pris plus le temps de tisser sa toile sur un espèce de concept de base qui est beaucoup plus réaliste et plausible. Alors bien sûr, sans grande surprise, comme d'habitude, on va en plus des enquêtes suivre la vie personnelle d'Helen Grace qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas de tout repos. Encore une fois, dans ce tome-ci, on va tenter de lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'évolution de sa carrière professionnelle et même tout simplement sa position dans la police de Southampton. Et si ce n'est pas du tout cool pour elle, j'ai beaucoup aimé tout cet aspect du roman parce que j'ai trouvé ça malheureusement tristement réaliste. Si certaines scènes et certaines répliques m'ont clairement fait grincer des dents tant ce qu'elle vit est totalement injuste, je reconnais aussi qu'il y a des scènes qui m'ont clairement fait jubiler, donc pour ça, merci l'auteur pour ces espèces de petites montagnes russes émotionnelles. J'ai juste un petit regret quant à la place de Charlie dans ce tome-ci parce que c'est vrai que dans la plupart des tomes précédents, le personnage de Charlie fonctionne
en véritable binôme féminin détonnant et ultra efficace avec Ellen Grace. Or, elle est pratiquement absente de ce roman. Et c'est un personnage que de base j'adore. Je pense peut-être même que je préfère à Ellen Grace. C'est pour vous dire. C'est peut-être aussi ce qui a renforcé mon sentiment et mon impression que dans ce roman-ci, Ellen Grace était peut-être un peu seule contre tous par moments et que par conséquent, elle enquêtait beaucoup toute seule, ce qui là encore est, je trouve, assez différent des tomes précédents. J'ai vraiment aimé le dénouement et l'explication finale, mais quelle fin frustrante! Parce qu'en effet, les dernières pages se terminent sur une nouvelle dynamique qui se met en place et qui donne ce sentiment qu'on s'arrête un peu comme ça en plein milieu de l'action. Je sais que je vais devoir attendre encore une année pour avoir la suite et si cela est très malin de la part de l'auteur parce que ça permet de s'assurer que son lectorat sera de nouveau au rendez-vous pour le tome suivant, j'avoue qu'en tant que lectrice, j'étais un poil frustrée. Étant donné donc ce qui reste en suspens, que ce soit d'ailleurs par rapport à l'enquête en elle-même ou par rapport à la vie personnelle d'Ellen Grace, je ne doute pas une seconde que le tome suivant sera absolument passionnant, mais aussi, j'imagine, très éprouvant pour notre capitaine de police. Après, ça vous me direz, elle commence à avoir l'habitude, la pauvre. En tout cas, vous l'aurez compris, personnellement, je serai au rendez-vous et j'espère aussi que Charlie sera du coup de retour pour bien enquêter et épauler son amie et collègue Ellen Grace. Même si ce ne fut personnellement pas un coup de cœur, j'ai tout de même passé un excellent moment de lecture avec cet opus. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs de la saga, en tout cas pour l'instant. Et vous l'aurez compris, c'est l'une des rares sagas où je suis à jour. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'avais un peu peur, c'est vrai, qu'à force de produire toujours plus de tomes, M.J. Erlich tourne peut-être un petit peu en rond à un moment et commence à produire des histoires un peu moins qualitatives. Eh bien, je suis rassurée parce que je trouve vraiment qu'avec Action ou Vérité, il a su rebondir. Alors bien sûr, je le précise parce que on risque de me le demander, oui, comme pratiquement à chaque fois, ce tome-ci peut se lire indépendamment des autres. Mais malgré tout, je vous recommande tout de même autant que possible de lire les tomes de cette saga dans l'ordre parce que je pense que sans ça, vous risquez tout de même de vraiment y perdre du point de vue de la vie personnelle d'Ellen Grace, de son ascension professionnelle et aussi du fait que dans certains tomes, il fait des rappels, ce qui est assez logique, à ses affaires précédentes. Donc, potentiellement, il peut y avoir un petit peu de spoil des tomes précédents. Bref, j'attendais avec impatience la sortie de ce titre, je l'ai dévoré et j'en suis ravie parce que juste, je me suis éclatée en le lisant. Voilà, si vous n'avez pas encore tenté la saga d'Ellen Grace, et bah ma foi, je ne peux que vous inviter à essayer. Le premier tome s'intitule Amstramgram. Ouais, il est sorti maintenant, je me demande s'il n'y a pas une dizaine d'années, parce que je vous dis, on est quand même à un paquet de tomes. Personnellement, c'est vraiment l'une de mes sagas policières anglaises favorites, oui, parce que ça se passe en Angleterre, ce qui est aussi un bon point pour ma part. Même si vous l'aurez compris ici, nous ne sommes pas à Londres, mais à Southampton. Bref, perso, j'adore et je peux que vous encourager à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Bon, ensuite, on va passer dans un genre tout à fait différent, avec des thématiques tout à fait différentes et je risque d'avoir par moments le visage un peu crispé, dirons-nous, puisque ça y est, j'ai également lu, là encore, c'est un livre que j'ai acheté il y a très très peu de temps, mais je vous l'ai dit, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai tendance à ne pas du tout faire traîner les livres que j'achète dans ma pile à lire. Alors c'est cool parce que du coup, ce que je vous présente en book haul, je vous en reparle assez rapidement. Et en même temps, c'est aussi dommage pour tous les autres livres qui attendent dans ma pile à lire parce que du coup, ils continuent à prendre un peu plus la poussière. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai donc lu Un fils parfait de Mathieu Ménégo aux éditions Le Cercle Point. Alors, le résumé en dit finalement assez peu et du coup, je vais vraiment prendre le parti de ne pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc ce roman, c'est un roman contemporain autour de la famille, dans lequel on va principalement suivre la vie d'une femme qui pense vraiment avoir épousé
le mec parfait parce que, a priori, effectivement, il présente tout ce qu'il y a de plus charmant et de plus sympathique, sauf que un jour, son monde va s'écrouler et qu'elle va se rendre compte que le type qu'elle a épousé et avec qui elle est depuis plus de 10 ans n'est peut-être pas du tout la personne qu'elle pensait, loin de là même. C'est donc un roman contemporain sur la famille, sur une espèce de déchéance, sur un cataclysme personnel et voilà, je pense que ma foi, si vous êtes un minimum intéressé, ça devrait suffire à terminer de capter votre attention. Alors je vous l'avais dit lors de mon book haul de Mathieu Ménégo, j'avais lu Est-ce ainsi que les hommes jugent, que j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que depuis, j'avais envie de découvrir d'autres titres qu'il avait pu produire. Et ma foi, quel roman choc. Alors, je me doutais avant de le débuter que ça allait être une lecture difficile, mais pas à ce point-là. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le résumé est assez succinct et assez énigmatique entre guillemets, donc c'est vrai que lorsque je me suis lancée dans cette lecture, je ne savais pas exactement quelle thématique allait être abordée, et c'est tant mieux parce que la claque n'en fut que plus grande lorsque les mots sont véritablement posés dans le roman. Comme je vous le disais, je vais donc faire le choix de moi-même taire cette thématique parce que j'ai envie que ça vous fasse, peut-être si vous lisez, le même effet que ça m'a fait, même si par conséquent cela va grandement compliquer ma chronique. Mais bon, ça c'est mon problème. Décidément, Mathieu Ménégo ne fait vraiment pas dans la dentelle. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il attaque vraiment des sujets de front, des sujets sociétaux, des sujets importants et des sujets qui souvent dérangent. Je l'avais donc découvert, comme je vous disais, avec Est-ce ainsi que les hommes jugent, et c'est vrai que depuis j'avais vraiment cette envie de continuer à le lire, mais alors avec Un fils parfait, il a complètement terminé de me convaincre dans le fait que j'ai envie de continuer à lire ses romans. Ça ne fait, mais alors, plus aucun doute. Je parle de roman parce que cette histoire en tant que telle, oui, est une fiction, mais ce qui est néanmoins absolument terrible, c'est qu'il nous est bien sûr précisé que cette histoire est grandement inspirée d'une histoire vraie. D'ailleurs, si l'auteur s'est inspiré peut-être d'une histoire en particulier, c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre, il est absolument horrible de se dire qu'au-delà de cette histoire-là, eh bien, ce roman est l'abjecte réalité, l'abject quotidien de milliers, voire même de millions de personnes. L'une des choses les plus terribles dans ce roman, c'est que tout du long, en tant que lecteur, on a parfaitement conscience que ce qui nous est raconté là a existé et malheureusement continue à exister. Un fils parfait est un roman hautement révoltant, parfois carrément gerbant, qui est grandement susceptible de faire naître en vous un profond sentiment de rage, donc soyez prévenus. Vous l'aurez compris, c'est un livre qui risque de ne pas vous laisser indemne. Le récit est écrit à la première personne et plus que ça encore, il est écrit donc du point de vue de Daphné qui écrit une sorte de longue lettre à la mère de cet homme qu'elle a pris pendant très longtemps pour son prince charmant et qui finalement un jour a totalement fait basculer sa vie dans l'enfer le plus total. Et j'ai trouvé que cette narration particulière rajoutait au côté important du récit et qu'en plus de ça, c'était un processus qui permettait aussi d'aborder d'autres thématiques sous-jacentes comme entre autres la culpabilité. Au-delà du sujet principal qui reste encore injustement tabou et qui est hautement sensible, l'auteur va également, et presque surtout j'ai envie de dire, s'appliquer à nous parler du système judiciaire français et de la réponse judiciaire mise en place dans ce genre de cas de figure. J'ai appris des faits absolument glaçants à ce sujet et on ne peut que ressortir de cette lecture en se disant qu'il y a malheureusement encore énormément à faire du point de vue de la juridiction française à ce niveau-là, même si c'est vrai certaines améliorations ont déjà été mises en place. Mathieu Ménégo s'attelle aussi à démontrer comment un système qui pourtant à la base est censé être impartial et
est censé être mis en place pour défendre les victimes peut, s'il est utilisé à mauvais escient et à cause de certaines failles et contradictions, faire finalement plus de mal que de bien. Un fils parfait, en fait, c'est vraiment l'histoire du combat incroyable d'une femme, mais aussi de l'impunité de certains bourreaux qui connaissent parfaitement le système et ses failles, et qui en plus de ça savent se présenter sous leur meilleur jour. La plume de l'auteur est juste sans fioriture. Les mots sont bien choisis pour vraiment exprimer toute la palette d'émotions nécessaires à ce récit et également appuyer parfois là où ça fait mal. J'ai lu ce titre pratiquement d'une traite, bien que certains passages, je vous le dis, m'aient carrément donné envie de vomir. Je redoutais de lire certaines choses et en même temps, j'étais pressée d'arriver au bout pour voir comment le combat de Daphné allait prendre fin et si d'ailleurs il allait prendre fin ou pas. Un fils parfait, c'est vraiment pour moi un récit glaçant. Alors non seulement pour l'histoire en elle-même et ce qu'elle raconte, mais aussi pour son côté bien trop réel et présent encore dans notre société actuelle. Car oui, c'est un livre on ne peut plus d'actualité qu'il faudrait absolument faire lire, je trouve, au plus grand nombre. Par contre, attention, je tiens à le rappeler, l'auteur s'attaque ici à un sujet, à une thématique hautement taboue et très difficile. Donc, en tant que lecteur, soyez un minimum armé parce que j'imagine complètement que ça puisse chambouler et même carrément heurter certains lecteurs. C'est très difficile de dire que j'ai vraiment aimé ce roman tant certains passages que j'ai pu lire me donnaient ce sentiment de me salir les yeux, tant c'était absolument immonde. Et en même temps, je dois reconnaître que pour moi, c'est tout de même un coup de cœur parce que ce titre est, je trouve, une très belle réussite dans le traitement de ce sujet abordé. Que, vous l'aurez compris, je dois taire, ce qui n'est pas simple du tout pour en parler. Un fils parfait est un livre bouleversant, important, effroyable et percutant, et il m'a bien sûr donné envie de lire dès que possible d'autres titres de Mathieu Ménégo, car si ces livres ne sont jamais joyeux à lire, hein, bien au contraire même, je trouve qu'à chaque fois ils sont très intéressants, très impactants, et j'en ressors toujours, alors certes pleine de nerfs et parfois même carrément pleine de rage, mais aussi grandie. C'est vraiment des romans qui ne me laissent absolument pas de marbre, qui me font me questionner, qui me font ressentir une foule d'émotions et je trouve que ouais, d'arriver à faire ça, en plus de ça, dans des romans aussi courts que les siens, c'est vraiment une belle réussite et en tout cas pour ma part, alors on est d'accord, pour l'instant je n'ai lu que 2 titres de lui, mais c'est vraiment un auteur qui commence à compter dans ma bibliothèque. Vous pouvez être sûr que ce titre-ci, comme les autres de l'auteur, vont rester dans mes étagères, et ce pour un bon moment. Bon, alors après cette chronique un peu lourde et plombante, hein, on va pas se mentir, je vous propose qu'on parte sur un truc un peu plus léger, puisque je vais vous parler d'un roman jeunesse. Oui, cela n'arrive pas souvent, mais attention, c'est un roman jeunesse de mon auteur favori, parce que ça y est, j'ai lu Les Yeux du Dragon de Stephen King aux éditions J'ai lu, justement. Alors, ce titre m'avait très gentiment été envoyé par Séverine, et vois-tu, ça y est, je me suis enfin jetée dessus, ça faisait trop longtemps qu'il me tentait, qu'il était là à côté de mon lit à me dire « Lis-moi, lis-moi ». Bon bah voilà, je n'ai pas résisté aux appels des sirènes et je me suis laissée porter, et ma foi, j'ai bien fait. Alors, dans ce titre, on va être dans un univers de fantaisie, je dirais, puisque on est donc dans un royaume que j'imaginais un peu, vous savez, moyenâgeux, chevaleresque, etc. Avec un roi qui dirige, bien sûr, un roi qui va malheureusement perdre sa femme lors de la naissance de son second fils. Il a donc 2 fils très différents, hein, avec qui d'ailleurs il entretient des relations différentes, mais qui ont aussi eux-mêmes des caractères très différents.
Un roi qui est épaulé au quotidien par un espèce de mage noir. Et bien un jour, ce roi va décéder et c'est l'un de ses fils qui va être accusé de parricide et qui va être enfermé dans une tour. Et de là, bien sûr, vont se mettre en place d'autres péripéties que je vous laisserai découvrir. Alors, moi qui ai pourtant l'habitude, vous le savez, de lire des romans de Stephen King, j'avoue que c'était tout de même assez surprenant de le retrouver dans ce registre-ci, puisque comme je vous le disais, donc Les Yeux du Dragon est en fait un conte pour enfants, plutôt pour adolescents, qu'à la base, il avait donc écrit pour sa fille. Et si l'exercice semble a priori quand même assez loin de son univers de base, eh bien je dois reconnaître que le résultat est ma foi plutôt chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui non seulement a su me faire replonger un petit peu en enfance, mais a su également gentiment titiller la fan de l'auteur qui est en moi. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que, même si je ne l'ai pas encore lu, il m'a semblé tout de même assez évident que cette histoire était une espèce de version un petit peu soft et dérivée de sa grande saga La Tour Sombre. En même temps, comment ne pas y songer lorsque le récit s'ouvre sur un roi qui s'appelle Roland, un mage noir qui s'appelle Flag, et un château au milieu duquel une grande tour qui est appelée la tour de l'aiguille est érigée, qui est donc une tour extrêmement haute et pointue. Bon, avouez que les appels du pied sont assez remarquables. Hormis ces rappels à ces romans adultes, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, l'univers et le ton. Bon, je savais déjà que Stephen King était un formidable conteur, donc ma foi, quoi de plus logique que de le voir raconter finalement une histoire pour enfants pleine de rois, de complots, de dragons terrassés et de magie noire. Le roman débute comme un conte on ne peut plus classique, d'ailleurs avec cette entame très célèbre « Il était une fois », mais assez rapidement on retrouve tout de même la patte de Stephen King avec cet univers un peu sombre. Alors, attention, gentiment, n'oublions tout de même pas le public cible. Je le rappelle, c'est un roman plutôt typé jeunesse. Ces personnages complexes qui ne sont ni tout blancs ni tout noirs, pas mal d'introspection dans la tête des différents protagonistes, l'effet du destin qui agit, et bien sûr ce petit groupe de personnages investis d'une mission. Si vous lisez King, je pense que tout cela devrait vous parler un petit peu. Sans surprise donc avec King, les personnages sont particulièrement bien écrits. J'ai aimé pratiquement tous les persos et Flag fait vraiment bien le job du personnage malfaisant et mal intentionné que l'on adore détester. L'histoire est vraiment bien menée avec tout d'abord le récit de l'enfance des deux frères, ce qu'il faut d'émotion pour arriver à créer de l'empathie, ce qu'il faut aussi d'aventure pour divertir les jeunes lecteurs, et enfin juste ce qu'il faut de machination pour arriver à distiller cette petite dose de tension qui permet de garder l'attention du lectorat jusqu'au bout. D'ailleurs, King se pose ici comme un conteur direct qui s'adresse et qui raconte l'histoire directement au lecteur. Et cela confère, je trouve, à ce roman un petit côté, vous savez, ces contes et ces histoires qu'on raconte le soir dans le lit à son enfant, et ça c'était plutôt chouette. Bon, par contre, gardons quand même à l'esprit que ça reste du King et que par conséquent, tout n'y est pas tout beau tout rose, loin de là. Je pense que Les Yeux du Dragon est un roman parfait pour les lecteurs de, allez, je dirais 13-14 ans, alors toujours, bien sûr, selon la maturité de l'enfant, mais vous l'aurez compris, ça reste également un conte, une histoire vraiment très plaisante à lire en tant que lecteur adulte. Personnellement, vous le savez, je ne suis pas une grosse lectrice de fantasy ou de fantastique, et c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à plonger dans ce type d'univers, mais vraiment en douceur, sans me confronter à de la grosse fantaisie adulte, qui pour le coup aurait peut-être été un peu trop pour moi, qui suis totale débutante, j'ai presque envie de dire, en la matière. La fin est
top. Vraiment, on a cette tension qui monte crescendo et j'ai adoré non seulement le dénouement, mais aussi tous les messages un peu sous-jacents qu'il apporte. J'ai par contre noté une vraie différence avec ces romans adultes, différence qui est d'ailleurs d'autant plus notable sur la fin, c'est que dans Les Yeux du Dragon, on a des chapitres courts, voire des fois très très courts, et ça chez King, c'est vraiment pas courant. Je me suis également fait la réflexion durant ma lecture que cette histoire devait être assez facilement adaptable en film et que d'ailleurs j'aimerais beaucoup voir ça. Alors il me semble que un projet d'adaptation en série était en discussion il y a quelques années, mais je ne pense pas en tout cas à l'heure actuelle que cela est abouti sur de concret. Donc si vous avez des infos à ce niveau-là, là encore s'il vous plaît faites-moi en part en commentaire. Non seulement moi ça m'intéresse énormément, mais potentiellement ça intéressera d'autres d'entre vous. Alors pour le coup je ne peux pas dire que Les Yeux du Dragon fut un coup de cœur parce que pour moi ça reste tout de même un peu trop teinté conte pour la jeunesse et qu'il m'a manqué peut-être cette profondeur et cette réalité brute que j'apprécie tant dans les romans plutôt adultes de Stephen King. Malgré tout, pour un roman jeunesse ou adolescent, ça reste très qualitatif. On sent tout de même que c'est écrit par un auteur qui en a sous la plume, qui n'oublie pas de développer non seulement son univers, mais également, très important, ses personnages, tout en ne négligeant pas l'action et l'ensemble est vraiment très chouette, à la fois divertissant mais aussi un poil lugubre, juste ce qu'il faut. Même si ce fut assez différent de ce que Stephen King a l'habitude de lire, ce fut pour ma part, malgré tout, une très bonne lecture. Et je trouve en plus de ça que c'est une très bonne porte d'entrée pour les lecteurs plus jeunes qui souhaiteraient peut-être justement découvrir cet auteur, débuter avec lui, d'autant plus si ce sont déjà des lecteurs d'univers de fantasy. Et si Stephen King souhaitait rééditer cet exercice du roman jeunesse, bah ma foi, je ne serais pas contre. Vraiment, j'aimerais bien relire quelque chose qui soit un petit peu justement dans cette veine. Bien, et pour terminer ce point lecture, je vous propose que l'on reste dans mes auteurs favoris. Que voulez-vous, je me suis tournée un petit peu vers des espèces de repères comme ça littéraires. Là encore d'ailleurs, c'est un roman que j'ai acheté il y a très peu de temps. Je pense qu'il était également dans mon tout dernier book haul. Et ce roman, il s'agit donc de Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Dans Un jour viendra couleur d'orange, on va suivre, je dirais, un quatuor de personnages. Alors, au centre de ça, il y a Geoffroy. Geoffroy qui est un jeune garçon différent, qui organise son univers autour non seulement des mathématiques mais aussi des couleurs. Un petit garçon de 13 ans. On va suivre également Jamila, qui est une jeune fille dont les parents sont issus de l'immigration, qui s'est complètement liée d'amitié et qui est très proche avec Geoffroy. On va aussi suivre Louise, la mère de Geoffroy, qui aime profondément son petit garçon, qui travaille dans une unité de soins palliatifs dans un hôpital. Et enfin, Pierre, le père de Geoffroy, qui lui a beaucoup de mal avec ce fils, qui est qui est agent de sécurité à Auchan et qui, au début de cette histoire, va s'engager corps et âme dans le combat des Gilets jaunes. Alors c'est vrai qu'au fil des ans, Grégoire Delacour est vraiment devenu l'un de mes auteurs favoris parce que tout simplement sa plume a su me toucher, a su s'adresser, je dirais, à la part de sensibilité, de rêverie et de poésie qui est en moi. Et avec Un jour viendra couleur d'orange, sans trop de surprise, il a su, une fois de plus, me toucher profondément, même si certains aspects de ce roman m'ont peut-être parfois laissé un peu en retrait de ma lecture. Ce qui est indéniable, c'est qu'au fil des ans, la plume de Grégoire Delacour a, je trouve, grandement évolué. J'ai aujourd'hui pratiquement tout lu de lui, et c'est vrai qu'entre ses premiers romans et les derniers, je trouve vraiment qu'il y a une évolution assez flagrante. Dans ses premiers romans, je trouvais qu'il avait un style un peu timide et un peu passe-partout. Ça donnait l'impression qu'il s'était
lancé dans l'écriture un peu sans y croire, en tâtonnant et du coup sans s'y jeter corps et âme. Or, ces dernières années, je trouve que ces romans ont vraiment gagné en force, en caractère et en rugosité, et c'est vraiment ce que j'aime particulièrement chez lui. Dans ce titre, il faut savoir qu'en tant que lecteur, on est confronté à un style d'écriture un peu particulier parce qu'ici, encore plus que dans ses autres romans, je trouve que on sent que Grégoire de la Cour écrit avec avec une sorte d'urgence. Les phrases sont souvent très courtes, hachées, ponctuées de beaucoup de comparaisons et de métaphores. Et surtout, elles sont bourrées de sentiments, d'émotions et de sensations. En fait, dans ce livre, j'ai l'impression que tout n'est que sentiment. Attention, je dis pas amour, je dis sentiment. Et quelle palette de sentiments. Je crois que... allez, si je dois vous citer un espèce d'échantillon, je dirais qu'on avait de l'amour, du désespoir, de la rage, de l'abandon, de la fureur, de la tristesse, de la mélancolie, de la joie. Bref, une magnifique palette. Alors en plus de ça, sans surprise, je pense, j'ai particulièrement été touchée et attachée au personnage de Geoffroy, qui est donc ce petit garçon de 13 ans à l'univers atypique, organisé donc autour des mathématiques pour le côté rassurant, et autour des couleurs pour le côté peut-être un peu moins rationnel. Alors, l'auteur ne le dit clairement à aucun moment, mais j'ai cru déceler chez ce personnage un trouble du spectre autistique de type plutôt Asperger, et c'est certainement l'un des personnages les plus touchants et les plus humains que j'ai pu lire en littérature. Ouais, rien que ça. D'ailleurs, si vous avez lu ce titre et que vous êtes peut-être psychologue ou psychiatre, je serais vraiment curieuse d'avoir votre point de vue sur ce personnage de Geoffroy. Bref, si vous avez plus d'informations, je dirais, sur la question et d'éléments concrets, là encore, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec Jamila, qui est donc cette jeune fille bourrée de rêves et d'envie de liberté. Une jeune fille à l'esprit et au cœur libre qui n'écoute que son instinct, qui est particulièrement sensible à ce jeune garçon qui la voit telle qu'elle est vraiment, qui la voit en tout cas telle qu'elle souhaite être vue, et qui malheureusement va devoir se confronter, mais alors de plein fouet, à une réalité qui malheureusement ne lui veut pas que du bien. J'ai néanmoins été gênée par certains détails, comme par exemple leur différence d'âge, qui est certes minime mais tout de même, ou encore par les quelques passages, je dirais, un peu charnels entre ces deux protagonistes, justement dû à l'âge très jeune de ce garçon. Je pense vraiment que l'auteur n'avait pas besoin de ça pour démontrer la force de leur amour. Et au contraire, je pense même que sans ça, pour le coup, leur relation n'aurait été encore que plus belle et plus forte. Ensuite, hormis ces deux personnages qui à eux deux forment une espèce d'îlot de fraîcheur, d'innocence et de rêverie, c'est vrai qu'à côté de ça, on baigne dans une espèce de marasme, de crise économique et sociale française, de gens désabusés et en colère. Et si j'avoue que j'ai aussi globalement apprécié cette partie du roman, c'était aussi une partie un peu plombante. Car au travers donc de Un jour viendra couleur d'orange, on replonge vraiment dans les débuts des Gilets jaunes, dans l'arrivée de cette crise dont d'ailleurs nous ne sommes toujours pas sortis. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que je n'aime pas dans les romans que je lis, c'est lorsqu'il y est question de politique, et encore plus lorsque l'auteur fait part de ses propres opinions politiques. Alors j'imagine que cela ne dérangera pas la plupart des lecteurs, voire même que certains lecteurs apprécient cela, mais pas moi. Donc voilà, là c'est strictement affaire de goût personnel. Opinion politique mise à part, j'ai plutôt bien aimé ce récit de ce qu'on appelle la France d'en bas, désabusée et à bout de souffle, qui au final ne me demande rien de plus qu'un peu de dignité et de considération. Pour ce qui est des parents de Geoffrey, alors certes je n'ai pas vraiment apprécié Pierre, qui est donc ce père et cet homme qui semble être tout le temps en colère contre tout, qui
n'a jamais su aimer son fils qu'il trouve trop différent et qu'il ne comprend pas. Mais en même temps, j'ai aussi aimé tout l'espèce de chemin intérieur qu'il a pu faire tout au long du récit. J'ai par contre profondément aimé Louise, qui est donc la mère de Geoffroy, qui est une femme profondément altruiste et protectrice au point même de s'en oublier elle-même parfois. Et puis, j'ai profondément aimé le personnage de Agop, dont je ne vous ai, c'est vrai, pas parlé dans le résumé, qui est notre 5e protagoniste, qui est une sorte d'ermite arménienne qui a su garder sa pureté enfantine, qui a choisi de vivre loin du tumulte du monde et qui semble un peu rassembler tout ce que l'humanité peut avoir de plus beau. J'ai par contre été un petit peu déçue par cette fin qui pourtant montait vraiment en puissance et qui se termine finalement comme une espèce de conte, de fable, ce qui contraste vraiment, je trouve, avec tout le reste du roman que j'ai trouvé hyper réaliste. Et ce qui a fait que pour moi, cette fin a justement perdu un peu en puissance. Bien que je n'ai pas tout aimé dans ce livre, bien que certains passages n'étaient pas à mon goût, j'ai néanmoins dans l'ensemble beaucoup aimé cette lecture. J'ai une fois de plus été touchée par la plume de Grégoire Delacour qui oscille d'un côté entre beauté, pureté et innocence et de l'autre entre violence, noirceur et rage. Et en même temps, chaque protagoniste a un côté très romanesque qui en fait un personnage extrêmement singulier. Je sais pas si j'arrive bien à vous retransmettre cette espèce d'antagonisme qu'on ressent durant la lecture, mais je trouve le contraste assez intéressant. Vraiment, il ne manquait pas grand-chose pour que ce livre soit un coup de cœur. Mais bon, en même temps, Grégoire Delacour fut l'auteur de mes 2 plus gros coups de cœur de l'année 2023. Donc on va se calmer un petit peu, hein. Il ne peut pas non plus viser dans le mille à tous les coups. Je suis néanmoins ravie d'avoir lu ce livre que je recommanderais sans aucun problème à tous les lecteurs amoureux de combat, d'innocence et de poésie, ayant également envie de se plonger dans le quotidien de millions de Français, dans tout ce qu'il peut avoir de plus brutal et de plus difficile, mais aussi de plus beau et de plus humain. Bref, je ne sais vraiment pas si j'ai réussi à vous parler correctement de ce livre, mais j'espère néanmoins que je vous aurai donné peut-être l'envie de passer ce cap, de le découvrir, parce que, pour rappel, comme la plupart des livres de Grégoire Delacour, il est très court, et qu'en plus de ça, je trouve qu'assez injustement, c'est un livre dont on n'a absolument pas entendu parler. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu passer sur des chaînes. Que de façon globale, c'est d'ailleurs un auteur que je vois assez peu, alors que pourtant je trouve que c'est vraiment une plume à part dans le paysage littéraire français qui mérite, selon mon humble avis, d'être découvert. Bien, et ben voilà, comme vous l'aurez vu, hein, le butin du jour était plutôt fameux, hein. Même si en soi il n'y a eu qu'un seul coup de cœur dans toute cette sélection, vous l'aurez compris, hein. Malgré tout, les 4 livres d'aujourd'hui furent pour ma part de très très bonnes lectures. Je me suis vraiment éclatée à les découvrir. Pour certains, je les ai littéralement bouffés. Et chez moi, c'est signe que j'aime vraiment beaucoup mes lectures. Quand j'ai cette espèce de frénésie, d'envie d'y retourner tout le temps et de me replonger vraiment dès que j'ai 5 minutes dans l'univers, dans l'histoire qu'on me raconte. J'espère en tout cas que mes avis vous auront été utiles. Toute petite parenthèse, si vous êtes abonné à la chaîne, vérifiez bien que la petite cloche est activée pour avoir toutes les notifications, parce que je me suis rendu compte que moi-même, par rapport aux abonnements que je pouvais avoir de certaines chaînes, si je n'allais pas de moi-même activer toutes les notifications, je n'étais pas notifiée de forcément toutes les vidéos des chaînes dont pourtant je suis abonnée, ce qui est très bizarre. Merci YouTube pour cette non-logique. De mon côté, je vous retrouve prochainement, alors soit pour un autre point lecture, soit peut-être pour un vlog. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un espèce de nouveau, entre guillemets, format de vlog. Voilà, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus différent, d'un petit peu plus calme, peut-être personnel, peut-être un chouille moins centré que sur les livres. Bref, j'ai envie de
je sais pas, de vous proposer ce qui en ce moment me fait envie, de vous partager ce qui est important dans ma vie. Bref, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça et ma foi, si mes réflexions aboutissent, eh bien, je pense que vous verrez ça bientôt sur la chaîne. Qu'importe donc les prochaines vidéos, j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous, que vous trouvez toujours votre compte par rapport au contenu que je vous propose ici. Et puis si c'est le cas, vous le savez, la meilleure façon encore de soutenir la chaîne, c'est de mettre des pouces levés ou de laisser un petit commentaire. Et sur ce, donc, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!